Kérosène, par exemple, sa maman me connaît. Ses frères et soeurs me connaissent. Ma maman le connaît. Ils venaient chez nous. Moi, je vais chez eux. Avant qu'elle est tombée malade à l'époque de Boulevard DJ, il a failli mourir. Moi, j'étais là-bas tous les jours. Jusqu'au grand carrefour de Koumassi. Là où on appelle le Diaconat. C'est vers là-bas que mon école était. Donc je marche, chaque matin je marche, c'était vraiment très difficile. Et ça à peine même si je mangeais correctement et tout ça. C'est qu'un enfant, pour qu'il soit épanoui, pour qu'il puisse étudier, pour qu'il soit dans certaines conditions, il faut au moins qu'il mange bien, il faut qu'il dorme bien et tout ça. Bon, c'était vraiment très difficile. Voilà comment je commence à bien connaître le métier de DJ. Et je me retrouve à Yopougon parce que avant même d'aller à Koumassi, j'avais fait un peu Yopougon Ouassakara où je partais souvent dans le même coin où je partais nettoyer les toilettes. Donc quand j'ai arrêté, je suis revenu dans le coin, tout ça. Je continuais à nettoyer les toilettes. Et Jeff Bokolo Bango, qui a chanté Aladji, c'est un vieux père que je vais saluer aujourd'hui, voilà, qui m'a regardé, il m'a dit, mais petit, toi tu nettoies les toilettes, mais on ne dirait pas, hein, ça dit, tu es toujours propre, tu es toujours chic, tout ça. Il faut que tu deviennes DJ. Ça me plaisait, mais j'avais jamais osé en fait. C'est lui qui m'a dit, il faut que tu deviennes DJ. Et à l'époque, il y a un DJ, je ne sais plus s'il est vivant parce que j'ai perdu sa trace, on l'appelait Jules La Merveille. C'est lui qui a commencé à me former en fait. Et c'est avec lui que j'ai appris déjà à mixer, à faire certaines choses. Et voilà comment je vais connaître Alain Kouassi qui est décédé cette année, paix à son âme, qui m'a pris carrément sous son aile, qui m'a pris comme son enfant. Il m'envoyait même chez lui à la maison, je me lavais là-bas, sa femme préparait, je mangeais et tout. Et c'est lui qui m'a vraiment appris les vrais rudiments même du métier. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que je devienne la musique que vous connaissez. Donc c'est Jeff qui suscite en toi la vocation de DJ. Oui, peut-être que lui il a oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Ok, voilà. Et ça c'était dans quoi? Dans un maquis? C'était dans un maquis. À l'époque, ça s'appelait le Lexus. À l'époque, à la rue Princesse, il n'y avait pas de bar fermé. C'est-à-dire que le maquis est là, il y a la terrasse qui est là, le maquis est là et tout. Et puis, quand vous rentrez, c'est pas fermé, mais c'est bien couvert et tout, avec les jeux de lumière. Jeff, Jeff, c'était le gérant. Ah, il était gérant? Il était gérant, oui. C'était le manager général, le gérant du Lexus. Et comme lui te voyait nettoyer dans les toilettes? Il me voyait nettoyer dans les toilettes. J'étais toujours chic, j'étais toujours, en tout cas, bien. Souvent, il me fourrait pour venir travailler, tout ça là. Donc, il a aimé un peu ce feeling-là. Et puis, il m'a dit, petit, il faut que tu deviennes DJ. Du Lexus, tu te retrouves où? Du Lexus, je me retrouve à ne pas travailler pendant un moment. Pendant un moment, je n'ai pas bossé, mais je partais voir mon ami Eric Olomide qui animait au Stéphile. À Niangon. À Niangon. Et moi, beaucoup de gens pensent que je travaillais là-bas, mais je ne travaillais pas là-bas. Je partais là-bas à cause de Hervé Denon et Eric Olomide qui était celui pour qui je partais. Fabrice Denon ou Hervé Denon? Non, Eric. Non, pardon. Hervé Denon, pas Fabrice Denon. Hervé Denon. Fabrice Denon, c'est notre petit-fils, hein, c'est nous on l'a formé. Ok, non, là je te parle de mes jeunes années. Tu vois, ouais, Eric Olomide, puis voilà, Hervé Denon. Au Stéphile. Ouais. Voilà, je partais là-bas au Stéphile. Et après le Stéphile, Eric, il a une sollicitation au niveau du Toit Rouge. Or, avant ça, moi j'ai eu un petit gombo au Toit Rouge d'un maquis qu'on appelle le Point Final, qui était non loin de la gendarmerie de Toit Rouge. Je vais animé là-bas et j'avais un salaire de 5 000 francs par semaine. Tu fais 20 000 francs CFA dans le mois? Voilà, 20 000 francs dans le mois. Et à l'époque, j'étais SDF. J'étais sans domicile fixe et je squattais souvent chez mes gars. Et de temps en temps, je dormais dans un quartier qu'on appelle Pembli à Niangon. Voilà. Je dormais là-bas, donc je marchais de là-bas jusqu'au Toit chaque jour pour aller faire les animations. Et après ça, Eric me dit, hey, il y a un maquis qui doit ouvrir au Toit Rouge aussi, qu'on appelle le Stade de France. Viens, on va aller travailler. Et pour là, comme on part au Stade de France, on se retrouve avec Eric Son Lezolou là-bas, qui lui était déjà au Stéphile. Donc lui, il vient travailler avec nous au Stade de France. Et on fait les beaux jours du Stade de France. Après ça, Marlon J, que tu dois connaître, qui me prend, qui me dit, petit, allons, tu vas travailler au compresseur. Vers le complexe. C'est ça, avec Abdoul Kanté. Avec Abdoul Kanté, Chico Lacoste, Papa Mélis, tout le Boyin. Je vais être DJ là-bas. Il y avait moi comme DJ, il y avait Boombastic, il y avait père son âme DJ Jonathan et Zephy Connor de Boulevard DJ. On était 4 DJ là-bas. On animait là-bas et tout. Après ça, je suis allé aux Champs-Élysées, à CDC où j'étais un peu comme DJ et manager. C'était une nouvelle expérience pour moi.
Après ça, on va me coopter pour aller animer chaque soirée au Bentley chez Kenzo. Et je commence à animer chaque soirée au Bentley chez Kenzo. Je ne travaillais pas là-bas au début, à plein temps. Donc après ça, pendant que j'animais chez Kenzo, j'ai eu un gombo au Diadjeli, à Djamé. J'animais au Diadjeli avec DJ Philo. DJ Philo, mon gars que je salue au passage. J'animais avec Philo, puis je partais animer au Bentley et tout ça. Donc vers la fin, j'ai commencé à être permanent au Bentley et puis bon, ainsi de suite, ça a continué quoi. 22 ans quand même dans la nuit, en tant que DJ jockey, tu commences en tant que du gars qui s'occupe des toilettes, des latrines, et que tu retrouves, on va dire, la superstar forcément au Stade de France. J'imagine en son temps, il y avait quand même 1000 personnes, 1500 personnes, au temps de la crise, je crois, en 2002. La crise est arrivée après, Voilà, donc en tout cas, vous aviez... on y allait quand même, on voyait un peu, les DJ jockeys étaient un peu les stars. Lorsqu'on vit toutes ces périodes dans la nuit, forcément, il y a des moments qui ont dû te marquer, toi. C'était quelle période? Celle du Stade de France, celle du Compressor, du Diadjeli, ou tout partout où tu es passé, Bentley et autres. Quelle est la période qui t'a le plus marqué, toi, dans cette carrière-là? Il y a beaucoup. Mais je vais parler d'abord du Stade de France. Parce que c'est au Stade de France que je suis devenu indépendant. Parce que quand j'ai commencé à travailler au Stade de France, j'ai mis un peu d'argent de côté. Avec Désiré Lacoste, je crois. Avec Désiré, Désiré Lacoste, non, qui était propriétaire. Il était propriétaire avec son frère, c'est ça, Désiré Docteur Eugène. Donc là-bas, j'ai mis un peu d'argent de côté et je suis allé prendre une petite chambre. Il y a un quartier qu'ils ont rasé maintenant à cause du pont qui va passer à Yopougon, qu'on appelle Doucouré Moustapha, qui est en face de la société qui nous donne de l'eau en Côte d'Ivoire. On appelle ça un nouveau bureau. Le quartier, c'est un bas quartier de chez bas quartier, un quartier précaire. Et moi, je louais ma petite chambre là-bas, on va dire à 6 000 francs par mois. C'était une baraque, au fait? Non, c'était pas une baraque, c'était une maison en dur, mais il y avait aussi c'est un quartier où il y avait des baraques, il y avait des maisons en dur. Chaque propriétaire faisait ce qu'il voulait. Donc moi, j'étais là-bas, je louais mon truc à 6 000 francs chaque fin du mois. Et franchement, c'est une époque qui m'a vraiment marqué parce que ça m'a appris à être un homme. Et puis aussi, j'ai dû faire table rase de beaucoup de frustrations. Puisque je t'ai dit que j'étais un SDF, je dormais ça et là. Donc, il y a des frustrations, il y a des vexations et tout ça, tu vois, non. Eric Olomide même, souvent, lui et moi, on partait chez lui à la maison, on mangeait ensemble, on se lavait ensemble, on faisait tout. C'est quelqu'un qui a été très, très important aussi dans ma vie. Donc, voilà quoi. Donc, il y a tellement de belles choses à rencontrer, à raconter surtout, parce qu'il y a tellement de choses qu'on vit dans le monde de la nuit. Je suis tout de même tenté de te demander, lorsqu'on est superstar d'un match comme le Stade de France, qu'on est SDF, qu'on arrive à avoir sa petite baraque, forcément tu envoies une go là-bas. Oui, mais c'est dans ça qu'il y a eu ma première fille. Merci, vas-y. C'est dans ça que j'ai eu ma première fille. Raconte-nous un peu cette relation-là. Oui, non, c'est une go, bon mon cher, la go elle était serveuse dans le coin. Elle était service dans le coin. Bon, en réalité, c'est elle qui est venue vers moi. Ah ouais? Oui, c'est elle qui est venue vers moi. Ah, ok, vraiment. Elle ne m'a pas dit ça directement. Mais, tu sais, les filles, elles les services, elles causent. Donc, il y a une de ses camarades qui dit, ah, ma camarade, elle est fan de toi. Tous les jours, elle parle de toi. Bon, mon cher, c'est dans ça que ça a commencé. Bon, elle a commencé à vivre avec moi de temps en temps, puisqu'elle était au nouveau quartier. Moi, j'étais au quartier Doucouré, vers Selmé là-bas. Donc, de temps en temps, elle venait à la maison, tout ça là. À un moment, elle a commencé à rester un peu plus, c'est dans ça, bon, elle est tombée enceinte. Puis j'ai eu mon premier enfant, j'ai eu ma fille en fait. Donc ma fille, elle est née même à l'époque où j'étais au compressor. C'est là que, en 2003, non, ouais. C'est là que ma fille est née. C'est une grande fille aujourd'hui? Oui, toi aussi. 19 ans? Oui, ma fille est grande aujourd'hui. Wow. Elle est grande aujourd'hui. Et sa maman, vous êtes en contact? Non, on est en contact, mais bon, on n'est plus ensemble il y a très longtemps. Oui, c'est clair, mais est-ce que vous êtes en contact? Bon, on se parle souvent à cause de la petite, mais on n'est pas vraiment... Mais quand tu vois cette relation où forcément elle, tu vois, tu l'as dit, elle t'a aimé. Ouais, aujourd'hui, on voit comment est-ce que les relations, je ne veux pas porter du jugement, sont plus ou moins monnayées, surtout lorsqu'on est personnage public. Les jeunes dames que tu rencontres aujourd'hui, et celles qui t'avaient su... Avant et maintenant, c'est plus la même chose. Ah ouais? Avant, une go est fan de toi, elle est fan de toi, champion. C'est vrai, tu peux être DJ, on peut parler de toi, mais elle, là, elle est fan de toi. Tu peux même aller la voir au quartier. Vous mangez vos petits à logo de 300 avec 2 œufs. Elle, ça va, elle, en tout cas. En tout cas, ceux qui ont eu leurs femmes en 2004, 2005, 2006, 2007, gardez-les. Parce qu'aujourd'hui, là, non, c'est mort, laisse tomber. C'est plus pareil.
C'est mort, non. Aujourd'hui, là, si une go est fan de toi, c'est qu'elle est fan de toi par rapport à quelque chose. Donc le Stade de France, ça t'a marqué parce que c'est là où tu prends ton indépendance. Oui, c'est là. Après les autres espaces de nuit où tu passes, quels sont les espaces qui ont dû te marquer? Oui, le Shanghai aussi m'a marqué. Le ministère de la Joie aussi m'a marqué. Au ministère de la Joie, j'ai travaillé là-bas avec Zephy. Parce que comme j'étais à Djamé, au Djadjeli, Zephy, au ministère, il n'avait pas de DJ platine qui jouait vraiment la musique. À l'époque, Frankie DiCaprio, il était DJ, mais il était encore nouveau DJ, c'était pas encore ça. Donc, Maman Grâce de Souza, que tu connais certainement, elle avait besoin de. Voilà, Maman Reine Grâce, elle avait besoin de quelqu'un qui puisse enflammer son coin. Donc, Zephy lui dit, mais moi, il y a mon bon petit. On a traversé mon compresseur. Celui-là, il vient ici, le coin s'est gâté. Or, à l'époque, le ministère de la Joie était en concurrence avec le Shanghai. Or, le Shanghai, les digues étaient trop violents. Donc, il fallait quelqu'un qui tienne la route, en fait. Donc, voilà comment il va me chercher à Djamé pour dire, petit, viens, on va travailler. Et cette époque-là m'a vraiment marqué parce que c'est là, en fait, que j'ai compris que ce métier-là, si je faisais bien, ça pouvait vraiment me nourrir, en fait, tu vois. Parce que Maman Grâce, elle m'a signé et elle m'a considéré. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire qu'elle m'a pris avec tous les honneurs. Elle m'a dit, bon, à l'époque... Il y avait un cadre de travail bien défini. Oui, un cadre de travail bien défini, un bon salaire. Ouais. Et puis elle me respectait. Quand, par exemple, elle voulait quelque chose, elle me parlait avec beaucoup de respect. Elle me traitait comme son propre fils, tu vois un peu. J'étais là-bas avec Zephy, avec Kérosène. Kérosène était encore un jeune DJ aussi qui se cherchait. Voilà, Kérosène. Forcément, aujourd'hui, c'est la superstar du Coupé Décalé. J'allais tenter de te demander, c'est là que vos voix se croisent. Oui, c'est là qu'on est. Puis c'est moi qui l'ai. Ses débuts, c'était comment? Bon, ses débuts, Kérosène de nature, c'est quelqu'un. Tu dis, c'est toi qui l'as formé ou c'est toi qui l'as. Parce qu'il était au titré quand il arrive à. Voilà. Là, c'est toi, tu lui dis de rester? Raconte-nous. Non, moi, je l'ai trouvé là, je crois, je l'ai trouvé là, mais je l'ai pris sous mon aile. Parce qu'avec Zephy, comme Zephy c'était la Talakoumane du coin, et Kérosène, depuis longtemps, il a une voix qui porte. C'est-à-dire quand Kérosène chante, on sait qu'il y a quelqu'un qui est en train de chanter en fait. C'est ça. Donc il y avait une certaine petite concurrence déloyale que Zephy, qui est là, c'est mon vieux, hein, il connaît. Voilà, une petite concurrence déloyale qu'il voulait faire avec Kérosène et tout. Donc c'est moi qui ai pris Kérosène sous mon aile en fait. C'est moi qui le défendais quand il y avait des trucs. Tout ça, quand Maman Grâce même voulait déjà fouler un peu, il dit non, maman, il faut le laisser, tout ça. Tu vois un peu, non? Quand je partais souvent animé, parce qu'à l'époque, il y avait un maquis à Niangouan qui me sollicitait chaque dimanche. Je partais avec lui comme mon Atalakou, je les présentais au VP comme les sergents killers, qui étaient les doyens à l'époque. Mais comment ça se fait que quelqu'un doit sortir boulevard DJ? Toi, en ce moment, tu étais au ministère de la Non, en ce moment, je ne suis plus là. Tu n'étais plus là-bas? Je n'étais plus là-bas. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu es parti? Je suis parti du ministère de la Joie parce qu'il y a un monsieur qui m'a manqué de respect. Un monsieur qui m'a manqué de respect, même si Maman Grâce m'a défendu, mais après j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a longtemps. Mais je sais qu'on a failli... C'est que tu te rappelles de ce que ça a dû se passer? On a même failli... Mais on a failli en venir au maire en fait, avec le vieux père, qui s'appelle Aman Yale. Voilà, Aman Yale. Tu sais, souvent les managers, à l'époque, c'était les vieux pères, les managers, tu vois. Donc eux, quand ils sont là, ils avaient une tendance à, on va dire, rabaisser les DJ, à dire aux DJ que je suis le manager, donc je suis ton patron, tu vois. Donc il y avait souvent des écarts de comportement qui se passaient et tout. Et ce jour-là, moi j'ai pété un câble, mais après ça, je suis resté, mais après je ne me sentais plus à l'aise dans le coin. Voilà comment j'ai une sollicitation au Shanghai et je pars travailler au Shanghai à côté. C'est pas parce qu'il y avait une meilleure proposition financière là-bas? En toute honnêteté. C'est vrai que tu prêtais, voilà. Parce qu'en ce moment, Shanghai, quand même, c'était l'établissement. Oui, c'était l'élite. Voilà, où il y avait tous les grands DJ. Oui, aller au Shanghai, c'était comme je quittais. Et puis en ce moment, le ministère de la Joie commençait à... Ça remplissait plus. Mais ça allait. Non, mais après, c'était un peu chaud. En même temps qu'on y est, vu que toi, tu dis que tu prenais un peu la défense de Kérosène, que tu l'aimais parce que quelque part, il y avait une certaine concurrence entre lui et les équipes. Mais toi qui l'as défendu, tu le laisses. Et comment ça se fait que lui, il fait route après avec Kérosène, avec Zephy? Oui, parce que vers la fin, tu sais, bon, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai imposé, mais quand j'ai fait en sorte que Kérosène puisse s'imposer au ministère de la Joie, Zephy était obligé, puisque Zephy, lui, il chante en lingala. Kérosène, quand il chante, puisque c'est quelqu'un qui a fait du zouglou dans son quartier. Donc lui, même quand il fait les atalakou, il chante en français. Donc Maman Grâce, quand ses clients viennent là, et que Kérosène commence à bailler, il dit des choses que le client même qui est assis, il comprend. Donc vers la fin, Maman Grâce même a commencé à prendre Kérosène aussi comme son gars, comme on dit dans le jargon. Zephy est obligé de composer avec lui. Et maintenant, il y a eu maintenant la période où il devait être produit. Où Maman Grâce voulait les produits. Bon, lui, il peut mieux vous expliquer, puisque moi, je n'étais plus là-bas en ce moment.
Donc, mais quand toi tu vois là au début, tu veux dire que ces deux-là, ils étaient ensemble, mais ils ne s'aimaient pas ou bien ils ne s'entendaient pas? Je ne peux pas dire qu'ils ne s'aimaient pas, mais Kérosène aussi, de nature, c'était quelqu'un de très timide. Donc, Zéfi prenait, on va dire, toute la place. Puis Zéfi, lui, était déjà rodé. Il avait déjà chanté dans des orchestres au Congo et tout ça. Lui, il connaissait déjà le mouvement. Donc, Kérosène, bon, lui, il savait chanter. Ils sont rentrés en studio et tout ça. Mais bon, Kérosène ne s'affirmait pas vraiment en tant que tel. Mais je ne peux pas dire qu'ils ne s'aimaient pas. C'est pas. Non, c'est pas vrai. C'est l'occasion pour moi de te demander quel commentaire tu as fait après de la sortie de Zéfi lorsqu'il est venu sur les plateaux télé pour dire qu'aujourd'hui, Kérosène l'a abandonné quelque part. Avec tout le succès qu'il a, il ne lui donne pas un coup de main. Quand il appelle, il ne décroche pas. Quel commentaire tu fais de tout ça? Bon, moi, tout ce que je peux dire, c'est que on est tous des êtres humains, tu vois. On a tous nos faiblesses. Voilà, Zéfi, peut-être que c'est beaucoup de choses qu'il avait emmagasinées. Et puis bon, peut-être qu'il ne s'y est pas pris comme il le voulait. Mais dire ce genre de choses-là, c'était un peu déplacé, tu vois, non? Parce qu'on est tous des amis. Tu sais, je te dis un truc, je te fais une confidence. Quand tu prends Ramzi, tu prends Kérosène, tu prends Zéfi, tu prends Eric Olomide, tu prends Fabrice Zenon qui est décédé, tu prends Boombastic, tu prends tous ces gars-là. Nous ne sommes pas des amis comme ça. C'est-à-dire on a des anecdotes ensemble. C'est-à-dire Kérosène et moi, on a un vécu ensemble. Tu vois, ouais. Kérosène, par exemple, sa maman me connaît. Ses frères et soeurs me connaissent. Ma maman le connaît. Il venait chez nous, moi je vais chez eux. Avant qu'elle est tombée malade à l'époque de Boulevard DJ, il a failli mourir. Moi, j'étais là-bas tous les jours. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pareil avec Boombastic, c'est pareil avec Zéfi, on a des... Tu vois un peu. Donc, souvent, quand il y a des choses qui se passent, ça peut te faire mal, hein, où tu te rappelles de certaines choses que vous avez vécues. Des liens forts que vous avez pu, tu te dis, mais pourquoi ces liens-là ont tendance à disparaître, en fait? Et comme tout le monde n'encaisse pas les choses de la même manière, Zéfi a dû vraiment mal prendre la chose. Et peut-être qu'il ne devait pas dévoiler beaucoup de choses à la télé. Moi, je lui ai dit que Zéfi, tu allais un peu loin. C'est vrai, peut-être que tu as raison. C'est que Kérosène aujourd'hui, il est à un certain niveau. Il peut arriver un moment où il est occupé, peut-être tu l'appelles, il ne décroche pas. Peut-être il veut te relancer et il oublie. Tu vois, non? Mais la meilleure manière de faire, là, le jour que tu croises, moi, par exemple, tous mes amis me connaissent. Kérosène, s'il me fait une chose qui ne me plaît pas, non seulement il le saura de mon attitude, et si je le croise, je ne vais pas le rater. Moi, je m'en fous de star, moi, je m'en fous de ça. Mais tu es un star aussi, de oui, bien sûr. Ouais. Donc, quand lui et moi se voit, Kérosène, on a eu plusieurs fois des petits mouvements, mais il sait que je ne suis pas content, il sait. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu le vois, c'est ton petit avant tout. Tu comprends, non? Il faut lui dire les choses clairement. Ce que vous avez vécu, quand tu vois aujourd'hui ce que vous avez vécu tout de même par le passé, oui. Plus de 20 ans après, tu ne te rends pas compte tout de même que le showbiz a ses codes, a ses règles quelque part? Oui, le showbiz a ses codes, a ses règles, c'est vrai. Comme toute ascension sociale, les amis aujourd'hui que Kérosène, aujourd'hui quand même, il dîne avec des présidents de la République, oui. Il est dans des lieux feutrés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous pouvez avoir les mêmes rapports? Quand toi tu analyses, est-ce que tu penses que vous pouvez avoir aujourd'hui les mêmes rapports? En toute honnêteté? Oui, je pense. On peut ne pas se fréquenter toujours comme avant. Mais normalement, si, par exemple, Boombastic aujourd'hui, je laisse même Kérosène. Boombastic aujourd'hui, tu sais que Boombastic aujourd'hui c'est Boombastic. Mais quand moi j'appelle Boombastic, quand il voit mon appel, il doit décrocher. S'il ne décroche pas, après il doit me rappeler, même, il m'envoie un message. Pour dire, ah frère, j'étais en train de faire ce temps. Parce qu'il y a des choses qu'on a vécues là, qui ne sont pas, je ne sais pas comment t'expliquer. C'est trop fort en fait. Non, si toi tu appelles Kérosène qui ne te rappelle pas, tout de suite, comment ça te fait réagir? Non, comment est-ce que tu as ressenti cela? Moi personnellement, quand j'appelle Kérosène, il décroche. Quand j'appelle Kérosène, il décroche. Et si Kérosène, si le jour qu'il m'appelle que je ne décroche pas, il saura que je ne suis pas content. Il le saura direct. Parce qu'on se connaît il y a longtemps. Donc quand il me voit même dans la rue, il sait que le type là, il n'est pas content de ce qu'il a fait. Si moi aussi je le vois, je saurais que Kérosène n'est pas content de moi. Comme tu as eu l'habitude de parler un peu de manière relâchée lors de tes interviews, je vais te poser une question de manière relâchée. Votre dernier Niaga, toi et Kérosène, c'était quand? Non, on n'a pas vraiment fait Niaga, mais c'était à quelle occasion? C'était à quelle occasion? Je ne me rappelle plus, mais il a même reconnu
Il y a une boîte de nuit au plateau qui fait mal, où il était en prestation, j'étais là-bas le jour-là. Et il a même dit au micro que « Ah, Olivier, je sais que tu n'es pas content, je sais que tu es fâché, mais tu sais, on est ensemble. Ton fils va te passer contre moi. » Et ça m'a fait rire. Parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire ce que je pensais. Moi, je suis comme ça. Parce que je ne veux pas que demain on dise que Ramzy, il a vu telle personne en ville, il s'est mal comporté, c'est que c'est un jaloux. Puisque les gens, ils ne savent pas. Bon, Guillaume Bergès qui est devant moi, les gens ne savent pas ce qu'il nous lit. Mais il y a des choses qu'il nous lit. C'est clair. Mais demain, quand toi et moi on se voit dehors, qu'on se snob, les gens vont dire « Ah, alors que moi, je préfère t'appeler, pour te dire jumeau. La dernière fois, dans tel coin, tu as fait ça là. Ça ne me plaît pas, il ne faut plus jamais. Si toi aussi tu fais ça, on va se battre. » Quand toi-même tu sais ça, le jour où on va te dire que Ramzy a dit tel truc sur toi, c'est faux. C'est Ramzy que moi je connais là. Il allait m'appeler. Non, il allait m'appeler. Et eux tous ils savent. Le jour que Kérosène ou Boumbasik ou Eric Olomide ou bien qui dit non, qu'on m'a dit que tu as dit ça, ça va devenir palabre. Parfait. Présentateur télé, disjockey, artiste chanteur, c'est laquelle des casquettes tu aimes? Oh, moi je suis un monsieur 4 en 1. Ça me plaît comme ça. Tout te plaît? Ouais, tout me plaît. DJ, est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'artiste et musicien, tu penses qu'avoir la carrière que tu devrais avoir, toi, personnellement? Franchement, le côté artiste, c'est pas... Je peux dire que je n'ai pas la carrière que je devrais avoir. Honnêtement. Je n'ai pas la carrière que je devrais avoir. Pour toi, qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est la concentration. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui fait la musique par passion. Dans ma tête, je ne cherche pas à avoir forcément du succès. Mais comme je suis quelqu'un d'instinctif, je fais les choses par instinct, par intuition. Même la dernière chanson que j'ai sortie là, je l'ai faite en 2-3 jours. J'ai eu l'inspiration, je suis rentré en studio, j'ai appelé mon arrangeur, on a fait le son, il m'a aidé à composer les trucs, tout ça, puis on a sorti, tu vois. Mais je pense que si je m'étais concentré sur la musique en tant que telle, et si j'avais aussi la chance d'avoir des producteurs et tout ça, je pense que ça aurait été différent. Est-ce que tu penses avoir fait de bons choix dans ta vie? Oui. En tout cas, les grandes lignes, j'ai fait de bons choix. Mais on se trompe souvent. Voilà, j'ai souvent fait de mauvais choix. Par exemple, quand je suis parti au Bénin, voilà, il y avait une boîte de nuit, ça c'était un très mauvais choix. C'est pas aussi une période où j'avais vraiment besoin de... Pourquoi est-ce que ça reste un mauvais choix pour toi? Oui, parce que ça ne s'est pas bien passé. Tu sais, je suis quelqu'un qui privilégie les relations humaines. Quand je travaille avec toi, je veux qu'on s'entende. Je veux que, même si on n'est pas des super potes, qu'on se respecte mutuellement, qu'on soit quand même en symbiose, on va dire. Mais au Bénin, c'est une mauvaise expérience parce que je suis parti à Nîmes au Bénin, par le biais même de Frankie DiCaprio. Frankie DiCaprio m'a appelé, il dit à Ramzy qu'il y a mon gars qui est au Bénin, qui a sa boîte de nuit, il a besoin d'un DJ. Je veux que tu partes. Je suis parti parce que je voulais aussi connaître parce que j'avais besoin de changer d'air. Je suis parti, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais je n'ai pas été bien remercié en fait. Tu vois, après ça s'est terminé en queue de poisson avec puisqu'ils sont associés avec les secrétaires de la boîte en question. Et ça a été vraiment un point de ma vie où j'ai vraiment regretté ce choix. Parfait. Toi qui privilégies les rapports humains, tu vas donner un mot rapidement sur de tes gars sur Boumbastik. Un mot sur lui. Un frère que j'adore. Fabrice Denon, père son âme, un mot sur lui. Je suis encore traumatisé. Parce que je n'ai pas encore fait mon deuil jusqu'à présent. Parce que ça a été un choc pour moi en fait. Et c'est là que j'ai réalisé que moi aussi j'allais mourir. Comment ça? Oui, parce qu'on sait tous qu'on va mourir, tu vois. Et quand tu te retrouves face, un jour je dis à Boumbastik, je suis persuadé que nos grands frères, quand ils avaient notre âge, ils n'ont pas perdu des gens comme ça. Mais nous, à notre âge, on a perdu trop de gens. Trop de gens avec qui on a partagé des choses, sont morts. Et puis de façon, je ne sais pas, voilà, Brico, mon frère Brico aussi qui est mort. Bon, tu vois. DJ Brico. Oui, je suis allé raconter son 5 heures. Quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de choses. On allait au Gabon ensemble, tout ça, on a tapé 2 mois là-bas, tu vois. Donc, Fabrice Denon, c'est quelqu'un que je regrette vraiment. Un mot très fort pour mettre fin à cette interview. Parce que, comme je l'ai dit, la nuit, il y a tellement de belles choses qu'on vit, il y a tellement de choses à raconter. On aurait pu rester là à échanger pendant des heures et des heures.
Mais on est tenu par le facteur temps. Oui. On a 52 minutes, c'est clair. Un mot fort. Quelque chose de très, très fort que tu aurais aimé dire. Peut-être qu'il y a une question qu'on ne t'a pas posée. Il y a aussi un message fort que tu aurais aimé faire passer à travers cette interview. Oui, le message fort que je veux passer, c'est le respect. Il faudrait que nous nous respections. Il faudrait que, même si on ne peut pas s'aimer à 100%, il faut qu'on se respecte. Tu vois. Aujourd'hui, je suis quand même un membre, on va dire, du coupé décalé, même si je n'ai pas créé. Mais en tant que DJ, j'ai vraiment travaillé pour le coupé décalé. Tu as contribué à promouvoir ce mouvement. Aujourd'hui, tout le monde dit oui, ça ne va pas, c'est tombé, c'est parce que c'est à cause du mauvais comportement des acteurs de ce mouvement. Maintenant, tu penses que le coupé décalé est tombé vraiment? Non, il n'est pas tombé, puisque. Ah bah voilà. Non, le en tout cas, moi, c'est pas mon constat, parce que quand on voit DJ Mix, rempli le coupé décalé, Grand Palais de la Culture, Safarel, pareil, Serge Beno, Kérosène, enfin. En fait, la réalité est quoi? La réalité est que même quand tu voyages, il n'y a pas d'artistes, il y a plus de spectacles et de dates que les artistes coupés décalés. Bah voilà. Le coupé décalé fait fort, mais je veux dire que l'attitude que les acteurs de ce mouvement-là ont, ça risque de tuer ce mouvement-là. Parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Et ça, c'est pas bon. Donc, outre la solidarité, tu les appelles au respect. Il faut qu'on se respecte. Très, très important. Il faut le respect. Moi, c'est la première vertu que mon père m'a enseigné, le respect. Si tu respectes ton prochain, même pour faire certaines choses, tu auras des difficultés, en fait. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Jimo. En tout cas, merci pour ce respect que tu m'as témoigné. Merci pour l'estime mutuelle qu'on se voue. La dernière fois, Soumbil nous parlait de l'humilité. Aujourd'hui, c'est Ramzy qui nous parle de respect. Ce sont des valeurs dont il faut faire sienne. C'est très, très important. Le respect, l'humilité, la modestie et bien d'autres choses. Abreuvez-vous à ces valeurs et vous allez voir que la vie, elle est tellement simple. J'ai prie Dieu que dans sa grâce, dans sa miséricorde, il vous apporte le succès. C'était Guillaume Vergès pour Actu People avec pour invité Ramzy le Daéré. Retrouvez-le. En tout cas, vous allez retrouver dans la boîte de nuit ici des plateaux téléforcement. Bien sûr, il y a le nouveau, il y a le nouveau qui est sorti. Le nouveau qui est sorti qu'on appelle Balle perdue. Allez sur YouTube, allez checker ça, c'est bon. Dans quelques semaines, je sors encore un autre truc. Là, tu es inspiré. Là. Voilà, je suis inspiré. On va sortir. Balle perdue. Après, il y a quelque chose dans la télé là. C'est gamme de télé. Gamme de télé. On termine par ce four. Par ce fourri. C'est le gamme de télé. Tout ça, c'est gamme de télé, les gars. Allez, que Dieu vous garde. À très bientôt. Ciao.